Nous allons passer à l'exposé de Michel Fayolle. Alors, je crois qu'on ne présente plus Michel Fayolle, mais je vais quand même essayer de le présenter. Il a été au CNRS, il est professeur à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, au laboratoire de psychologie sociale de la cognition. Il connaît très bien l'éducation nationale pour avoir été enseignant, pour avoir été inspecteur, avant d'avoir été chercheur en sciences cognitives. Il a fait de brillantes contributions à la connaissance de la lecture, du langage, de l'orthographe, du calcul. Et il a accepté aujourd'hui de conclure cette journée en nous parlant des fondamentaux des sciences cognitives à l'école et de la question « Quelle formation pour les enseignants ?» Bonjour, bonsoir. C'est un titre que Stanislas Dehaene m'a un peu soufflé quand même. Je ne suis pas sûr que j'aurais choisi ce thème. Il y a 50 ans, lorsque j'ai quitté l'école normale, à peu près, à une année près, il était impossible de trouver une quelconque information concernant les mécanismes d'apprentissage. Lorsqu'on traitait d'apprentissage, on le faisait sur des listes de mots, et quand on voulait aborder des thèmes comme les mathématiques, comme la lecture, on était bien en peine de trouver quelque information que ce soit. Les choses ont énormément changé. Nous avons aujourd'hui un corps de connaissances impressionnant dans tous ces domaines. Je vais y revenir. Beaucoup ont été abordés aujourd'hui. Je vais donc simplement en effleurer quelques-uns et en traiter, peut-être en approfondir un ou deux autres. Mais ce qui frappe, c'est que lorsqu'on regarde la littérature concernant la formation des enseignants sur le plan international, on s'aperçoit que ce qui est privilégié dans cette littérature, c'est soit les pratiques des enseignants, donc quelque chose qui relèverait plutôt de l'ergonomie, peut avoir une perspective cognitive sur l'ergonomie, mais ce n'est pas exactement la question des apprentissages. Et puis, on a un deuxième thème qui est dominant et de très loin, alors qui se pose peu en France, puisque nos recrutements sont effectués à partir du niveau académique, alors qu'il existe des pays, des cultures dans lesquelles le recrutement s'effectue essentiellement en essayant de repérer dans quelle mesure des individus ont les qualités personnelles leur permettant d'affronter des groupes, de manager ces groupes, d'élaborer des dispositifs, bref, quelque chose qui relève d'une approche que nous ignorons, nous, puisque le problème ne se pose pas. En revanche, on a très peu de choses qui concernent l'introduction dans la formation des maîtres des données issues de la psychologie cognitive et des sciences cognitives. Alors, il me semble pourtant qu'aujourd'hui, nous devrions pouvoir essayer d'aborder cette question à partir de 3 points. D'abord, nous avons tellement de données aujourd'hui que nous pouvons, je vais y revenir, élaborer des synthèses nous permettant de nous interroger sur les savoirs qui devraient être dans le bagage de connaissances des futurs enseignants. Sur les apprentissages, sur le développement, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est même pas du tout la même chose. Ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure aussi, on ne peut pas se contenter d'avoir une vision déclarative des savoirs. C'est-à-dire le problème des enseignants, c'est comme le problème des médecins. Les médecins doivent soigner, les enseignants doivent enseigner. Et pour enseigner, il faut qu'à un certain moment, on passe de connaissances à des savoir-faire. On doit donc s'interroger sur la manière dont ce que les sciences cognitives ont apporté peut se traduire dans les faits et non pas simplement dans les discours. Nous sommes un pays qui est très très bon pour les discours et je ne suis pas sûr que nous soyons aussi bons pour le passage des discours à l'action. Enfin, et presque nécessairement à partir de cette deuxième question, beaucoup de points ont été développés à ce sujet, on doit se demander quels sont les outils dont on pourrait aujourd'hui doter les enseignants ou qu'ils pourraient être amenés à élaborer pour pouvoir rendre plus efficace leur enseignement et
et pas seulement élaborer les outils, mais essayer de conduire à leur utilisation. C'est-à-dire que si vous donnez des centaines d'outils, mais que ces outils sont mal connus, que ces outils ne sont pas précisés quant à leur champ d'utilisation, alors vous pouvez vous dispenser de donner les outils. Alors tout cela tourne autour, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, de la capacité d'apprentissage, et de l'apprentissage et des apprentissages, ce qui n'est pas tout à fait non plus la même chose. Bon, il faut rappeler que les êtres humains ont une capacité exceptionnelle d'apprentissage qui leur permet une adaptation rapide à tous les environnements. Ils peuvent apprendre toutes les langues du monde. Bref, cette capacité est exceptionnelle et elle repose sur des capacités de base, l'attention, la mémoire, les émotions. Pour l'instant, on ne sait pas très bien les affecter, les manipuler. Donc, nous devons partir de l'idée que ces capacités sont là et que ce que nous pouvons faire de mieux, pour l'instant, peut-être qu'un jour le monde changera, c'est les exploiter le mieux possible. Ensuite, nous savons que la culture dans laquelle les enfants sont plongés, l'environnement physique, l'environnement interactif, cet environnement leur permet de se construire une foule de connaissances de manière non volontaire, de manière qu'on appelle implicite, qu'on qualifie d'implicite, et tout ceci leur permet d'acquérir les régulations sociales, le langage, les modalités d'interaction. Et il y a un certain nombre de cultures, dont la nôtre, qui a mis en place, au fil de l'histoire, un autre souci, c'est-à-dire qu'au lieu de viser des adaptations immédiates liées à l'environnement, liées aux besoins, nous avons institué des systèmes, les systèmes scolaires, les systèmes universitaires, qui ont un tout autre objectif, c'est d'essayer d'infléchir les trajectoires et les modalités d'apprentissage de sorte qu'on prépare à un avenir que tout le monde méconnaît, mais dont nous pensons tous qu'il sera mieux préparé pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, si on dote ceux-ci d'un certain nombre d'habiletés, de connaissances qui leur permettront de faire face, pas seulement à la situation actuelle ou la situation à court terme, mais à une situation dont personne ne sait exactement aujourd'hui ce qu'elle sera. Et donc nous visons, vous voyez, un double objectif qui est des apprentissages portant sur l'état actuel des savoirs et des savoir-faire, et en même temps des objectifs qui sont des objectifs portant sur la capacité d'apprentissage des individus pour qu'ils soient eux-mêmes capables de faire un chemin supplémentaire qui risque de les emmener assez loin. Et donc, si vous voulez, ces apprentissages ne sont pas directement adaptatifs, ils visent en fait quelque chose qui nous dépasse tous, au moins dans le temps. Et pour cela, nous essayons, et les sciences cognitives, sont en mesure, je crois, de nous aider à favoriser l'individualisation de ces apprentissages, si on veut s'assurer que tous les individus soient en mesure de parvenir au niveau le plus élevé qu'ils soient susceptibles d'atteindre, et que personne ne sait mesurer actuellement, et qu'ils aillent vers l'autonomie, c'est-à-dire vers cette capacité qui leur permettra de faire face. Pour cela, il me semble que dans l'état actuel de ce que nous savons, nous devons distinguer deux grands domaines de savoir, et ce sont ces deux grands domaines que je veux détailler quant à ce que nous en savons et quant à ce que nous pouvons en faire. Le premier domaine, ce sont les savoirs relatifs à ce qu'on pourrait appeler les objets d'enseignement. Apprendre les mathématiques, apprendre à lire, apprendre l'orthographe, Et ce qui est important, c'est les modifications que l'on a observées dans ces connaissances au cours des 20 ou 30 dernières années. Et puis, on a des connaissances concernant le développement et l'apprentissage et les apprentissages concernant l'attention, la mémoire. Ces deux domaines ne se recouvrent pas, même s'il y a des relations
et si nous aimerions bien que certaines actions sur l'attention, sur la mémoire, interviennent sur les apprentissages disciplinaires. Alors, commençons par les domaines d'enseignement. J'en ai fait une liste absolument non exhaustive, je n'ai pas du tout cherché ça, et je dirais que quand on regarde tous ces domaines, une chose frappe quant à ce qui s'est passé au cours des 20 ou 30 dernières années. Il y a 25 ou 30 ans, nous avions des études transversales, c'est-à-dire qu'on prenait des âges d'enfants, des niveaux d'enfants, et on dressait une sorte de tableau des acquisitions, des apprentissages, couche par couche, en quelque sorte, mais on n'attachait pas encore beaucoup d'importance à ce qui pourrait être des trajectoires individuelles. Voici une vingtaine d'années, il s'est passé une amorce de travaux portant sur des études longitudinales. Ces études longitudinales suivent des cohortes d'enfants pendant 5 ans, 10 ans, parfois 20 ans, et donc on peut non seulement étudier l'évolution des apprentissages, mais on peut suivre ces apprentissages chez les enfants et percevoir, par exemple, les réponses à des questions telles que « Est-ce que ceux qui sont faibles à l'entrée de la grande section maternelle vont rester faibles en cours moyen et est-ce qu'ils vont être toujours faibles en classe de 3e ?» En quelque sorte, on va pouvoir décrire des trajectoires et surtout étudier des corrélations, c'est-à-dire dans quelle mesure il y a une relation entre ce qu'on a observé à un certain moment et ce qu'on va observer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Et évidemment, ce qu'on voudrait essayer de savoir, c'est si certaines modalités d'intervention sont susceptibles de modifier ces trajectoires. Et nous avons un certain nombre de travaux, en fait, pas suffisamment, qui ont cherché à répondre à ces questions, c'est-à-dire qui sont allés au-delà des études de corrélation pour aller vers des études portant sur les apprentissages eux-mêmes en manipulant certaines variables. Alors évidemment, c'est très coûteux, ça demande souvent beaucoup de temps, c'est très compliqué sur le plan de la gestion des opérations, mais on arrive à observer aujourd'hui que dans le domaine de la lecture, on en a eu des illustrations aujourd'hui, des interventions de certains types ont des effets donnés, que dans le domaine des mathématiques, on a également observé que si on intervient, par exemple, sur le sens du nombre, sur des comparaisons, on obtient des effets qui vont ensuite s'effectuer sur les comparaisons portant sur les systèmes symboliques, les chiffres arabes, par exemple. En d'autres termes, on a un nombre non négligeable dans nos savoirs qui nous permet de décrire ce qui se ferait si on appliquait telle ou telle approche. C'est donc quelque chose qu'on peut mettre à la disposition des enseignants, leur offrir des synthèses qui non seulement décrivent les acquisitions, non seulement décrivent des trajectoires, mais sont susceptibles de leur donner une idée des points sur lesquels des interventions sont possibles pour modifier ces trajectoires en vue d'améliorer les performances. Deuxième type de savoir, il en a déjà été beaucoup question, on a parlé des fonctions exécutives, on a parlé aussi des troubles du développement. Toutes ces données-là sont aujourd'hui disponibles. Des synthèses existent, on pourrait les adapter peut-être au français pour qu'elles soient plus facilement accessibles aux futurs enseignants. Et puis il y en a sur la motivation, sur les relations sociales. Et il y en a aussi sur, par exemple, le développement et l'exploitation de la mémoire à l'école. Alors comme personne n'en a parlé, je vais en parler un peu. Qu'est-ce qu'on sait sur la mémoire? On sait que la mémoire à l'école est absolument omniprésente. Il ne peut y avoir d'apprentissage que parce qu'il y a la mémoire. On sait aussi que la mémoire fonctionne dans la vie courante d'une manière bien différente de la façon dont elle est exploitée par l'école. Dans la vie courante, ce sont les indices qui vous sont
perceptibles qui vous conduisent à vous remémorer un événement, une personne, un nom, etc. L'école est un milieu extrêmement pauvre en indices, et donc ce qui est important et que l'école doit prendre en compte et qu'elle ne prend pas assez en compte actuellement, c'est le fait que les enfants doivent passer d'une utilisation spontanée, très efficace, très adaptée de leur mémoire à une utilisation qui est bien différente, puisque ce qu'ils doivent faire, c'est contrôler par eux-mêmes la manière dont ils retrouvent les informations. Quelque chose qui est dans nos capacités, mais qui est relativement peu exploité, sauf quand vous perdez vos clés et que vous devez essayer de les retrouver. Vous devez refaire, en quelque sorte, un parcours, un trajet. Eh bien, je crois que ces données-là, les étudiants, futurs enseignants et même les enseignants en poste devraient pouvoir en disposer. Est-ce à dire que mettre à leur disposition ces savoirs suffira? Non, bien sûr, puisque le problème, c'est au moins autant de savoir que faire de ces connaissances que d'en disposer. On peut toujours discourir sur la mémoire en général, sur les fonctions exécutives, si on n'arrive pas à aider les enseignants, pas à se substituer à eux, mais à aider les enseignants à s'approprier ces connaissances pour les mettre en œuvre, alors, eh bien, nous continuerons à discourir et nous continuerons à déplorer dans la haute administration comme dans les laboratoires de recherche le fait que ces connaissances, finalement, sont restées sans effet. Elles sont restées sans effet parce qu'elles n'ont pas pénétré l'action quotidienne. Pour qu'elles pénètrent l'action quotidienne, on doit mettre en place des systèmes de formation qui prennent en compte non seulement la mise à disposition des connaissances, mais également des illustrations quant à la façon dont on peut les utiliser. Pour cela, ça suppose un travail en collaboration, on l'a dit à plusieurs reprises, avec les enseignants, en formation continue, en formation initiale et probablement en essayant de mixer les deux, ce qui serait sans doute une façon d'assurer une formation continue qui n'existe plus, presque plus, et une formation initiale qui reste probablement, et du fait qu'elle est universitaire, très imprégnée des approches académiques et relativement éloignée de ce qu'est la mise en œuvre des savoirs et des savoir-faire. Et donc, il faut penser ce genre de choses, et penser ce genre de choses, ça suppose que entre chercheurs, entre enseignants en formation initiale et continue, on puisse élaborer des objectifs atteignables, mesurables si possible. Je ne dis pas que c'est possible partout, mais ça l'est souvent. Mettre en place des modalités d'intervention, mettre en œuvre ces modalités d'intervention et puis en évaluer les effets. Tout ceci, c'est un processus qui est absolument normal. C'est-à-dire, la seule chose nouvelle, c'est qu'on va essayer de tenir compte des savoirs dont on dispose pour essayer d'améliorer les performances, c'est-à-dire la réussite des élèves. Et pour ça, on va essayer d'individualiser en recherchant des outils nouveaux, des modalités nouvelles d'intervention. Et je répète, l'objectif, ce ne sera pas seulement des acquisitions ou des apprentissages, ce sera de viser que les élèves eux-mêmes finissent par s'approprier un certain nombre de techniques, de modalités d'apprentissage qui leur permettent de faire face au collège, au lycée, à une nécessité, celle d'apprendre par eux-mêmes les nouvelles dates, les nouvelles les dimensions historiques, les mathématiques, etc. Pour cela, les enseignants vont devoir apprendre à gérer l'attention des élèves. On en a parlé, je ne vais pas reprendre ce point. On va devoir utiliser des apprentissages explicites. On a parlé des apprentissages explicites, structurés, organisés, avec des objectifs précis.
On a parlé également de la construction d'outils d'évaluation. Seuls ceux-ci permettent... Alors, je sais bien qu'il y a eu une espèce de levée de bouclier contre l'évaluation, mais enfin, si on n'évalue pas, on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, vous imaginez ce que ce serait si on n'évaluait pas l'effet des médicaments, si on n'évaluait pas les produits qui sont fabriqués. Ça, c'est impossible. On est donc obligé d'avoir une politique d'élaboration d'outils d'évaluation. Alors, il y a les outils qui servent à piloter le système, bien sûr, mais cela ne me regarde pas d'un certain point de vue. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on doit amener les enseignants à élaborer leurs propres outils d'évaluation simplement pour vérifier que ce qu'ils voulaient qu'il soit atteint comme objectif l'est effectivement. Sinon, ils vont construire sur du sable. On doit construire des outils d'intervention, je vais y revenir tout à l'heure, des outils d'intervention qui seront adaptés au mode d'intervention, aux situations. Je vais réserver un point à l'exploitation des contraintes de la mémoire, parce que je crois que c'est peut-être le point le plus frappant et personne n'en a parlé. Ça fait un bon siècle qu'on sait que le fait d'espacer les apprentissages plutôt que de les regrouper est beaucoup plus efficace. Ça fait un bon siècle qu'on sait que fournir une évaluation immédiate, un feedback comme on dit, rend les apprentissages plus efficaces. Ça fait un bon siècle qu'on sait que l'effet qu'on appelle l'effet de génération, c'est-à-dire le fait de faire produire la réponse plutôt que de la fournir, est bien plus efficace que de faire lire cette réponse, que ce soit sur une calculette ou que ce soit sur un livre. Autrement dit, nous sommes confrontés à une situation qui ne serait sans doute pas acceptable par d'autres métiers, c'est-à-dire que nous avons accumulé des connaissances et que ces connaissances aujourd'hui ne sont qu'exceptionnellement exploitées par les enseignants. Pourquoi ? Parce que la mise en œuvre de ces connaissances suppose une organisation dans le temps qui est une organisation à laquelle ils n'ont pas été préparés. Par exemple, si vous voulez que des listes de mots soient acquises, soient apprises au fil des 5 années de la scolarité élémentaire. Vous voyez, 5 ans, on a un certain nombre de mots à faire apprendre. Je parle d'orthographe, notamment en français parce que, comme l'anglais, pas en lecture, mais en production, nous avons une orthographe qui est très compliquée et qui a une foule de mots, et malheureusement ce sont les plus fréquents, qui méritent un apprentissage explicite, structuré. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? 10 mots par semaine ? Une séance de 1/4 d'heure un jour et puis un contrôle le samedi ? Non. Si on veut que cet apprentissage soit structuré, efficace, il faut le construire tout autrement. Il faut décider que d'abord on va sélectionner les mots. Il y a une foule de mots que les enfants, tous les enfants pratiquement, dès lors qu'ils savent lire, apprennent d'eux-mêmes par auto-apprentissage, on a évoqué ça ce matin, sans qu'on ait besoin de leur enseigner. En revanche, il y a des mots et une foule, malheureusement en français, alors, pendant, qui sont des mots pour lesquels soit les formes écrites sont susceptibles de variations, soit qui comportent des lettres muettes, une spécificité de notre système orthographique. Pour cela, le seul moyen disponible, c'est de mettre en place un apprentissage explicite, structuré, avec des espacements, probablement peu de mots chaque jour, mais chaque jour, avec des évaluations, des consolidations et un suivi individuel qui fasse que lorsqu'un élève recommence à commettre une erreur, eh bien, il faut réintervenir et probablement permettre à cet élève d'ajouter une ou 2 séances. Individualisation, structuration de l'enseignement, répartition sur 5 ans, on devrait pouvoir obtenir une efficacité bien supérieure que celle à laquelle on aboutit aujourd'hui. En d'autres termes, il est possible de tenir compte des contraintes de la mémorisation pour mettre en place avec les enseignants, parce que c'est eux qui vont choisir les mots, avec leur rythme, des séances qui vont
permettre de gérer l'apprentissage et d'aboutir à une meilleure réussite dans ces domaines. Ce que je viens de dire pourrait s'appliquer à l'arithmétique, pourrait s'appliquer aux progressions dans le champ de la résolution des opérations. Je suis moins sûr que ce que je viens de dire pourrait s'appliquer, par exemple, immédiatement et simplement à la résolution de problèmes. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis qu'en y réfléchissant, je trouve que c'est plus compliqué. Voire à la production de textes, on peut faire un certain nombre de choses dans ces domaines. Il n'est pas sûr que nous soyons arrivés à un point où on pourrait mettre en place des enseignements structurés, explicites, systématiques, avec le même degré de certitude et le même degré d'organisation pour ces champs disciplinaires. Alors, je viens de donner des exemples, je vais donc passer à ma conclusion. Ça va ? Je suis dans les temps. Que peut-on conclure de ce que je viens de dire? D'une part, nous avons, au fil des 30 ou 40 dernières années, effectué des avancées extrêmement importantes dans la description des apprentissages de base. Nous avons aujourd'hui de quoi mettre à la disposition des futurs enseignants ou des enseignants en place des synthèses sur l'acquisition du langage jusqu'à un certain âge. Après, ça se complique. Sur la lecture, nous sommes très avancés dans ces domaines, sur l'écriture, sur les mathématiques. Nous avons des avancées moindres dans le champ des sciences, dans le champ des arts, des domaines qui sont restés un peu à l'écart. Non pas qu'il n'y ait pas eu de tentative, par exemple, sur les sciences, mais je dirais que quand on essaie de dresser une bibliographie, cette bibliographie est beaucoup moins précise quant à des résultats qu'on pourrait immédiatement mettre à disposition. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre à disposition ce qui existe. Mais le degré de certitude que l'on a dans les choses, dans les faits que l'on avance, est bien moindre dans ces secteurs que dans les mathématiques, dans la lecture. En revanche, une chose frappe, c'est que, au fond, nous avons, parce que nous sommes des chercheurs, parce que nous sommes le plus souvent dans nos laboratoires, ce qui est après tout notre travail, nous avons eu tendance à décrire l'évolution un peu comme si cette évolution était naturelle, c'est-à-dire comme si elle se faisait sans que les interventions qui sont effectuées aient d'impact sur elle. Alors évidemment, c'est faux, et nous le savons tous. En revanche, ce que nous avons mal abordé, ou en tout cas insuffisamment abordé, c'est l'étude des effets que nous avons lorsque nous intervenons. Alors, depuis 10 ans, ce que je dis est partiellement faux. C'est-à-dire que nous avons redécouvert, pour des raisons qui seraient intéressantes d'analyser après la période chomskienne, nous avons redécouvert le rôle des apprentissages à la fois sur le plan théorique. Après tout, utiliser les apprentissages, c'est un moyen de tester les relations de causalité. Et donc, la recherche a commencé à se réintéresser à cette question. Et d'autre part, il se trouve que l'effet des interventions est l'objet principal qui intéresse les maîtres, et qu'ils soient en position actuelle ou qu'ils soient en phase de formation. Et donc, il faudrait que nous avancions dans ces domaines pour mieux comprendre ce qui relève des apprentissages liés aux interactions par rapport aux apprentissages qui sont le produit d'interventions explicites, notamment parce que si notre objectif, c'est de corriger, c'est de réduire les inégalités, nous devons mieux comprendre comment des individualisations d'intervention, on a fait souvent allusion aujourd'hui à cette question, hein, Madame Mazot, Monsieur Glazel, j'ai un problème pour mémoriser son nom, Madame Mavelier, ont chacun mis en évidence un certain nombre de modalités d'intervention, parfois, alors que, c'était le cas de Madame Mazot, les difficultés apparaissaient les mêmes. Cette nécessité d'individualiser les modalités d'intervention dépend très fortement de notre capacité à étudier les apprentissages,
les différentes trajectoires et l'effet de ce que nous faisons. Enfin, dernier point, nous ne pourrons pas faire cela s'il n'y a pas une véritable collaboration entre les chercheurs, les praticiens, les futurs praticiens et les praticiens en place. Alors comment faire? Ce sera ma dernière question, mais elle est redoutable. À l'université de Sherbrooke, pour former les médecins, il y a quelques années, nos collègues ont décidé de bouleverser totalement la formation. Au lieu d'avoir des enseignements académiques, des cours magistraux, si vous voulez, ils sont partis de l'idée que dès la première année de formation, les futurs médecins devaient être confrontés à des études de cas. Tout de suite, plongés dans la complexité, comme disait quelqu'un ce matin. Évidemment, on les aide, il y a des tuteurs, mais surtout, on espère qu'avec cette approche, par résolution de problèmes, ils vont pouvoir assimiler par eux-mêmes les connaissances qui leur auraient été délivrées par des cours magistraux. Alors le problème, ça fonctionne assez bien puisque peu à peu, nos universités françaises, au moins certaines, se mettent à adopter ce système de formation. Et comme au bout du compte, il y a des médecins, il y a des malades, il faut quand même s'en occuper correctement. Donc l'efficacité, en quelque sorte, doit nécessairement être au rendez-vous. On pourrait imaginer une formation de ce type dans les SP, sauf qu'elle demande du temps. Et donc, une formation brève en une année est pratiquement incompatible avec ce genre d'approche. Pourtant, c'est sans doute vers cela que nous devrions essayer de nous diriger et que nous devrions essayer de convaincre nos gouvernants que l'investissement dans l'éducation est un investissement fondamental. Après tout, si nous mettons en place des systèmes aussi sophistiqués pour nous projeter à 20 ans ou à 30 ans, alors il faut qu'on considère que c'est un investissement fondamental. Et donc pour cela, il faudrait probablement revoir le fonctionnement en alternance, consacrer du temps à des situations problèmes, peut-être qu'on ne peut pas tout traiter comme ça, de façon à éviter ce à quoi nous avons abouti jusqu'alors, c'est-à-dire à des cours magistraux que les étudiants, futurs enseignants ou enseignants en poste acceptent volontiers, dont ils pensent qu'ils peuvent s'imprégner facilement, mais qui, jusqu'alors, n'aboutissent pas à des changements dans le domaine de l'action. Et donc, tout le problème est sans doute d'essayer de construire des dispositifs qui vont permettre aux individus, futurs enseignants, enseignants en poste, de s'approprier les connaissances au point d'être capables de les mettre en place. Je vous remercie.